Heureux de vous retrouver en ce jour pour la tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité internationale et nationale, bien sûr à travers les commentaires et les analyses des différents médias partenaires. Pour la tribune du jour, 3 sujets seront abordés. Sur la table, les conclusions de la réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel AES. Second sujet, lutte contre le terrorisme. Sommes-nous en train d'évoluer vers l'activation de la force en attente de la CEDEAO? Et enfin, hors de chez nous, report des élections au Sénégal. Le Conseil constitutionnel tacle le président Macky Sall et annule ce report. Et pour le décryptage de ces sujets, je suis accompagné par des professionnels de médias. Nous avons Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Nous avons Idriss Koumbem, qui est également journaliste à la Radio Liberté. Michael Tougri, rédacteur en chef de Trui TV, et ces journalistes seront rejoints tout à l'heure par Albert Nagrego, directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Lentement mais sûrement, l'Alliance des États du Sahel AES évolue vers la création d'une confédération Burkina-Mali-Niger. C'est ce qui ressort entre autres des conclusions de la rencontre des ministres de l'Alliance des États du Sahel ici à Ouagadougou. Joachim Vokouma, la rencontre des ministres de l'AES s'est finalement achevée. Que pensez-vous des conclusions de cette rencontre? Bon, je pense que ce rendez-vous a été l'occasion pour les ministres qui se sont appuyés sur les travaux des experts qui ont eu lieu la veille sur la nécessité de doter l'AES d'une architecture institutionnelle qui lui permettre de voir plus loin. Parce que l'Alliance, dès sa création, ça a été clairement dit, c'était la question de sécurité, la lutte contre le terrorisme, la mutualisation des moyens. Mais on voit bien qu'avec le temps, la question sécuritaire n'est plus seulement la seule préoccupation. Il y a un projet plus vaste qui est un ensemble de 3 pays intégrés avec évidemment des domaines communs qu'il faut envisager un peu sur le modèle de l'UMOA ou de la CEDEAO en réalité. Voilà. Et ça, pour baliser le chemin, il faut bien fixer un cap avec une architecture institutionnelle. On parle de confédération. C'est déjà un éclaircissement parce que, bon, avant on avait parlé de fédération, il n'y a pas une très grande différence. Mais la confédération, ça veut dire que c'est des États indépendants qui gardent leur souveraineté et vont certainement déléguer des domaines de compétences à une administration qui va gérer un peu l'ensemble des 3 pays. Donc, ça, là, on sent vraiment que la machine se met en place, les fondations sont en train d'être mises en place pour lancer l'AES. On verra dans les détails, dans les semaines à venir, le contenu qu'ils vont donner dans les détails, dans cette architecture-là, les domaines de compétences des États. Parce que, bon, vous voyez, les États, souvent dans tout le projet même de l'intégration en Afrique, chacun a une sorte de crispation sur sa souveraineté. Voilà. C'est-à-dire la question de souveraineté est très fondamentale. Donc, je pense qu'ils ont pris en compte cela. Les 3 États ont pris en compte cela. Chacun va garder sa souveraineté, quitte à déléguer maintenant. Dans certains domaines, on se mettra d'accord. Par exemple, sur la diplomatie, peut-être sur la monnaie, on verra. Ou sur la défense. Peut-être des domaines comme ça qui seront, ou la justice, voilà, qui seront gérés par l'instance supranationale. Et maintenant, avec chaque pays qui a la liberté de définir sa politique dans d'autres domaines, sans que l'État, la structure fédérale ait ce mot vraiment à dire. Voilà. Pour ce qui concerne l'utilisation des termes dans l'espace du Liptako-Gourma, on se souvient, il avait été question d'abord d'une fédération Burkina-Mali-Guinée. Maintenant, avec l'AES, on parle beaucoup plus de confédération. On va faire un peu de pédagogie. Expliquez-nous qu'est-ce que ça apporte, c'est quoi la confédération? Non, c'est ce que j'ai dit. La confédération, c'est que chaque État garde sa souveraineté.
Vous voyez, quand vous prenez les États-Unis qui sont une fédération, il y a l'État central et puis il y a des États. Mais quand vous voyez les décisions de justice, par exemple, il y a des décisions qui sont prises au niveau fédéral qui s'appliquent à tous les États. Mais la fédération telle que ça avait été envisagé au début, apparemment ils ont abandonné ça parce que ça empiétait beaucoup plus sur la souveraineté des États. Et quand on voit que dans le discours, le fond du discours de chaque pays, c'est recourir notre souveraineté, bon, je pense que c'est pas pour recourir une souveraineté pour l'abandonner totalement encore à quelqu'un d'autre, même si la souveraineté à 100% n'existe pas. Ça, il faut le dire. Il y a eu un débat en juin dernier. La souveraineté, ça n'existe pas. Non, à 100%. Non, à 100%, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est toujours dépendant. On est toujours dépendant de quelqu'un, du voisin, de plus loin. On n'est jamais, que ce soit les États dits petits ou grands, personne n'est 100% indépendant. Ça n'existe pas. Donc, il suffit maintenant de définir les domaines de compétences des uns et des autres, comment on peut se compléter et mutualiser les moyens, mais voilà, personne, individuellement, collectivement, personne ne peut se dire qu'il est... Même l'AES ne peut pas prétendre à une indépendance. Même l'Union européenne, qui est quand même un ensemble très bien intégré, avec 60% du commerce intra-européen. Vous voyez bien que le gaz, ils vont chercher le gaz en Russie, le pétrole en Arabie Saoudite. Donc, aucun État au monde n'est 100% indépendant. Maintenant, les domaines de compétences et de souveraineté qu'ils veulent exercer, ça, c'est à chaque État maintenant de définir ça. Je pense que les ministres vont baliser le terrain et quand les chefs d'État vont arriver, ce sera juste pour paraffer. Alors, Michael Tougri, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez des différentes conclusions qu'il y a eu à l'issue de cette réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel, AES? Mais je pense que le doyen l'a dit, les conclusions auxquelles on a assisté, ce sont les conclusions des travaux des experts qu'il y a eu la veille. Et ce que moi je retiens, c'est que de plus en plus, on voit les trois chefs d'État qui essaient de donner forme un peu à l'AES. Et il faut le dire, ces trois pays-là, Burkina, Mali, Niger, c'est au bas mot plus de 3 millions de kilomètres carrés. Lorsque vous regardez, plus de 70 millions d'habitants. Et lorsqu'on essaie de bien regarder à l'intérieur, ça fait pratiquement plus de 50% en termes de superficie des pays de la CEDEAO. Donc vous voyez, ces trois pays déjà, ça dépasse l'ensemble des 12 autres pays qui restent. Donc c'est dit que ces trois pays comptent beaucoup dans l'espace. Donc le fait de créer une table ronde, d'échanger, d'essayer de voir, de mettre en place leurs intelligences et puis leurs moyens, ça permet ainsi d'avancer dans le processus de développement des différents pays. Parce que de plus en plus, lorsque vous regardez, dans peut-être quelques années, on va conjuguer la guerre au passé. Et maintenant, ce serait une question de développement. Donc, ces chefs d'État ont compris que la guerre, c'est juste, ça va passer. Et c'est pour ça que vous voyez, petit à petit, ils sont en train d'intégrer les questions de développement. Lorsque vous avez vu les ministres qui ont effectué le déplacement à Ouagadougou, il y a eu des ministres de l'économie, en plus des ministres de la défense, des ministres de la sécurité. Donc, c'est tout un ensemble de ministres qui sont venus, qui ont travaillé un peu sur cette nouvelle charpente de l'AES là, qui sera, je pense que dans les semaines à venir, paraffée par les chefs d'État pour lancer une nouvelle dynamique d'intégration sous-régionale à travers l'AES. Alors, Idriss-Roumbem, pour vous, la mise en place de cette confédération Burkina-Mali-Niger, avec la feuille de route, on a vu dans les conclusions, il a été question d'une feuille de route à mettre en place. Michael Tougri parlait tantôt des chefs d'État qui pourront paraphrer ensuite le travail qui a déjà commencé. Comment est-ce que vous analysez la mise en place de cette confédération, vous, à votre niveau? Bon, il faut dire que c'est quelque chose que l'on attendait beaucoup du moment où il y a eu cette annonce de la création de l'AES et aussi suite aux dernières évolutions de la situation avec le retrait de ces trois pays de la CEDEAO. On s'attendait à avoir quelque chose de formel, quelque chose de bien établi, de solide. Donc je crois que la confédération est liée au retrait? Non, ce n'est pas la question de la fédération comme il l'avait expliqué entre fédération ou confédération, mais j'ai dit que cette rencontre
dont les objectifs étaient de trouver une architecture institutionnelle à l'AES était quand même quelque chose de pressant à mon avis. Du moment où ces 3 pays ont quitté la CEDEAO pour aller former une entité à part, il était de bon temps qu'on ait à l'intérieur des règles pour savoir comment cette structure-là va fonctionner, comment elle sera organisée, ainsi de suite. Donc, à l'issue des conclusions, ce que j'ai pu retenir est qu'il y aura une session des ministres, il y aura aussi une session des chefs d'État, il y aura aussi le Parlement, à l'image un peu de la CEDEAO aussi. Donc, ça, ce sont des structures qui montrent que c'est les points sur lesquels on pourrait s'appuyer pour faire évoluer la structure. Mais l'autre point également qu'on n'a pas vu et qu'on aurait souhaité, c'est les mécanismes de financement. Parce que ce qui est reproché aussi aux structures, aux organisations comme la CEDEAO, c'est d'être inféodées à des puissances étrangères qui sont en tout cas à la manette pour financer. Mais pour le moment, jusque-là, on ne sait pas si avec la rencontre des chefs d'État qui va venir, cette question sera clairement établie pour voir comment la structure sera financée au niveau de l'AES pour son fonctionnement avec les structures et commissions qui se créent autour, comment ça sera financé. Donc, ce sont autant de questions qu'on espère et on attend de voir comment ça sera fait, et on pense que de part et d'autre également avec cette rencontre, la rencontre des chefs d'État qui va certainement venir dans les jours à venir ou les mois, on sera clairement situé sur ces aspects-là. Alors, Joachim Vokuma, au titre toujours des conclusions de cette rencontre des ministres de l'AES, il est à noter la condamnation de la confiscation, et quand on regarde les termes, il est dit la confiscation illégale et illégitime des avoirs du Niger par l'UEMOA à travers la BCEAO. Oui, parce que vous savez que quand la CEDEAO prend des sanctions financières, si vous avez fait attention, chaque fois le sommet de la CEDEAO est précédé du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. En ce qui concerne les pays, en tout cas la zone franc. Parce que la CEDEAO ne peut pas intervenir dans la BCEAO. C'est l'UEMOA qui gère la BCEAO. Donc, très souvent, le sommet de l'UEMOA prend des décisions, des sanctions financières, et le sommet de la CEDEAO qui vient après entérine. Donc, en réalité, ces sanctions-là, ça a été annoncé par la CEDEAO, mais ce sont des sanctions financières qui ont été imposées par l'UEMOA. Bon, évidemment, ils ont dénoncé cette confiscation. C'est un mot qui est politiquement connoté. Ça fait passer à une sorte de brigandage, en tout cas quelque chose qui n'est pas légal. Effectivement, c'est pas dans les attributions. Donc, ils l'ont dénoncé dès le début. Beaucoup de personnes l'ont dénoncé. Sur le Mali aussi, ça avait été dénoncé. Donc, bon, c'est une pression pour que l'UEMOA aussi. Peut-être qu'il y a un sommet de l'UEMOA, parce que la CEDEAO ne peut pas lever les sanctions qui ont été décidées par l'UEMOA. Et ils savent. Maintenant, si l'UEMOA lève les sanctions, la CEDEAO peut entériner la levée de ces sanctions-là. Parce que la CEDEAO ne peut pas n'a pas de prise directement sur la BCEAO. En fait, Est-ce que cette condamnation ne remet pas au jour les critiques que l'on avait eues lorsqu'il était question de se retirer même de la CEDEAO? On entendait un certain nombre de personnes qui disaient comment on peut se retirer de la CEDEAO et rester au sein de l'UEMOA qui pourtant applique les sanctions illégales. Très bonne question. Très bonne question. Parce que si vous avez vous vous rappelez, le ministre de l'économie et des finances, M. Nakanabo, a bien dit que nous quittons la CEDEAO, mais nous restons dans l'UEMOA. Nous restons dans l'UEMOA. Parce que dans l'UEMOA, il y a quand même une question très sensible, qui est la monnaie, qui est la gestion de la monnaie. Parce que la libre circulation des biens des personnes, tout ça dans l'espace CEDEAO, les projets de développement, les projets régionaux, tout ça, oui, ça c'est... Mais il y a la monnaie, la question de la monnaie. Et c'est un sujet sur lequel il faut s'exprimer avec beaucoup de précautions. Personnellement, je pense que le président du Niger, le général Tchani, n'a pas pris suffisamment de gants, de précautions pour aborder cette question dans l'entretien qu'il a accordé. La création d'une monnaie parce que qui était nécessaire. Parce que
si vous annoncez ça comme ça, il y a des conséquences terribles, graves que ça peut entraîner pour les États membres de la zone franc, qui ont encore le franc CFA en usage. Donc, j'ai vu que dans les conclusions aussi, les questions de communication, je pense que c'est une bonne idée. Il faut bien que les 3 pays aient des éléments de langage communs sur des sujets bien précis, pour qu'il n'y ait pas de cacophonie et qu'il n'y ait pas de contradiction. Parce que nous, on ne peut pas affirmer qu'on reste dans l'UEMOA et en même temps, d'autres aussi tirent pour l'instant. Voilà. Parce que vous et moi, nous, on peut dire qu'on va quitter l'UEMOA. Ça n'a pas d'importance. Mais un chef d'État, quand un chef d'État, moi je me rappelle bien dans le temps, un premier ministre qui ne veut pas citer, mais je l'avais interpellé sur le sujet du franc CFA, il m'a dit, comment tu connais ma position dessus? Mais si je dis un mot, demain, sur les places boursières internationales, on va dire que le premier ministre du Burkina Faso a dit ceci sur le franc CFA. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut être très prudent. Voilà, il faut faire attention parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences d'ici là. Même si, voilà, on voit bien où est-ce qu'on veut en venir, mais il faut rester prudent. Il a évoqué, on voit aussi également qu'il n'y aura pas de commission de l'AES. Comme il y a une commission de la CEDEAO, c'est l'exécutif de la CEDEAO ou de l'UMOA ou de l'Union africaine. Là, ils ont évoqué la session du Conseil des ministres, des chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères et le Parlement. Bon, peut-être qu'il y aura une précision ou un complément par la suite, mais apparemment, il n'y a pas un organe technique exécutif qui sera chargé de mettre en œuvre les recommandations, en tout cas les décisions des chefs d'État et des ministres. On verra par la suite ce que ça va donner. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce qui est donné à voir. Peut-être qu'il y a d'autres compléments qui vont venir. Alors, Michael Tougri, il y a eu 7 condamnations au niveau de cette réunion des ministres de l'AES. Condamnations par rapport aux avoirs du Niger qui ont été, selon l'expression, illégalement confisqués par l'UEMOA à travers la BCEAO. Il y avait eu ces critiques que l'on a vues lorsqu'il était question de parler du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO et qui restaient également au sein de l'UEMOA. Avec aujourd'hui ce regain, avec cette condamnation, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Oui, mais je pense que la condamnation aussi, c'est juste pour rappeler aussi aux autres pays de l'UEMOA qu'il faut lever ces condamnations. Mais je pense que le Niger ou bien ces 3 pays peuvent s'inscrire aussi dans les questions un peu de légalité. J'ai vu que le Mali avait saisi les instances lorsqu'on avait gelé aussi les avoirs. C'est vrai que ça va prendre un peu plus de temps, mais moi je suggère aussi au truc, au Niger, de saisir aussi la commission peut-être de l'UEMOA ou bien d'autres instances, même si on sait que peut-être que ça va prendre du temps, mais de façon légale, vous saisissez afin qu'on puisse voir qu'est-ce que la justice va dire sur ces points-là. Sinon, si on s'arrête dans les questions de condamnation, est-ce que ce qui va permettre de lever ces différentes sanctions, notamment le gel des avoirs qui, lorsque vous écoutez tous les experts, ils disent que c'est illégal. Et en termes de condamnation, à qui s'adressons? Qui lève la condamnation? S'agit-il de la CEDEAO ou bien c'est l'UEMOA? Bon, justement, voilà, c'est tout la difficulté. Parce que c'est une sanction apparemment qui a été prise par la CEDEAO, mais qui est mise en exécution par l'UEMOA. Du moment où ces 3 pays ont dit qu'ils ont quitté avec effet immédiat la CEDEAO, mais qu'ils sont toujours au niveau de l'UEMOA. Si maintenant il y a à qui s'adresser en ce moment, c'est peut-être au niveau de l'UEMOA, parce qu'au niveau de la CEDEAO, on voit mal si vous n'êtes plus dedans. Ça veut dire que normalement, cette sanction devrait être levée d'office. Mais comme on avait déjà dit même que c'était illégal et que la CEDEAO n'avait pas le droit de prendre cette sanction, maintenant je crois que c'est de voir si au niveau de l'UEMOA il y a des possibilités pour qu'on lève ces sanctions-là, qu'on lève ces sanctions. Voilà. Alors pour clore sur le sujet, Albert Naglego, directeur de publication du journal en ligne Libre Info, qui nous rejoint. Alors on terminait sur cette réunion des ministres de l'AES qui se sont rencontrés à Ouagadougou. On a vu les conclusions. Il est question d'une feuille de route par rapport à la mise en place d'une confédération. Il est aussi question de dénoncer les sanctions qui ont été appliquées, les sanctions économiques au Niger à travers l'UEMOA. Quelle est l'analyse que vous avez?
Bon, dans tous les cas, les initiatives, ou du moins les intentions sont bonnes, sauf qu'on est dans un contexte géopolitique international qui fait qu'il faut rester un peu prudent sur l'évolution de ces projets-là. Moi, je le dis, on avait vu ici comment on a commencé le projet avec la Guinée-Conakry, avec le Mali, le Burkina. On a vu les travaux, les 3 ministres des Affaires étrangères se réunir à Ouagadougou avec un communiqué final. Aujourd'hui, ni le Mali ni le Burkina ne nous fait un point partiel de l'évolution de cette situation où on avait ce projet commun-là. On a entamé un autre projet avec le Mali, le Niger et puis le Burkina aujourd'hui. Ça aussi, il faut aller avec beaucoup de prudence parce que c'est des projets qui ne se construisent pas en 1 mois ou en 2 mois. Il n'y a pas de précipitation. Il faut un travail bien minutieux et arriver à ficeler quelque chose de solide pour les générations à venir. Est-ce que de la manière ça se prépare aujourd'hui, ça nous rassure qu'il y a des lendemains meilleurs? Moi, je suis encore prudent. On attend de voir. Et ensuite, la question de l'UEMOA. On est sorti de la CEDEAO, qui est l'organe politique, si on peut le dire ainsi, mais l'UEMOA reste quand même l'organe économique qui est aussi rattaché à la CEDEAO, en quelque sorte la fille de la CEDEAO, parce que avant d'adopter les sanctions économiques au niveau de la CEDEAO, il faut un sommet des chefs d'État de l'UEMOA et qui après entérine dans les sanctions ou du moins les décisions prises. On peut bien se poser la question, est-ce que sorti de la CEDEAO aujourd'hui, l'UEMOA va également être fébrile pour essayer de revoir sur les sanctions qui ont été prises contre le Niger? Je ne suis pas trop sûr parce que même les 3 pays aujourd'hui savent que l'UEMOA constitue un enjeu très très important pour ces pays-là. Et donc aujourd'hui, si ils arrivaient à mettre leur monnaie en place, on pourrait dire que bon, ils auront le courage de quitter l'UEMOA. C'est déjà l'annonce qui a été faite par le président nigérien Abdourahmane Tiani. Oui, ça reste toujours des questions d'intention, mais tu sais, c'est des projets qui prennent du temps. Vous avez vu par exemple les codes de la CEDEAO, la monnaie de la CEDEAO, vous avez vu les rebondissements n'est pas fini. On peut aujourd'hui avoir l'intention, mais après on peut se rendre compte que c'est pas aussi facile comme on le pense. Donc ça peut être encore une affaire de 1 mois, 6 mois, 1 an encore. Donc je pense que la monnaie là va être une question cruciale. Ça va nous permettre de savoir où ils vont les 3 pays. Est-ce que c'est retiré de l'UEMOA? Mais si c'est retiré de l'UEMOA aussi, ça veut dire que là, on a vraiment pris la porte du Nord et tout, le chemin du Nord et tout. Mais en même temps, ça va poser le problème aussi de notre développement dans les 5-10 années à venir. Ça va poser aussi le problème de la succession au pouvoir. Est-ce qu'on aura ces mêmes dirigeants qui vont se repositionner par des élections ou par d'autres manières comme président, ou bien ils vont lâcher le pouvoir juste après le temps de la transition? Parce que ces projets, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester au pouvoir dans 5-10 ans, il ne faut pas l'entamer parce que un pouvoir peut-être civil ou qui n'a pas été associé à ces initiatives-là, je ne suis pas sûr qu'il va venir entériner tout ce qui a été fait. Il risque de remettre certaines choses en cause. Est-ce que vous partagez cette inquiétude d'Albert Nagbego? Oui, tout à fait. Je l'avais déjà même dit ici. Le risque des réformes politiques qui sont menées sans concertation, c'est que le jour où il y a une élection, que des gens arrivent au pouvoir, il peut se dire, bon, on n'a pas été associés, on n'a même pas demandé notre point de vue, donc on ne se sent pas engagé, concerné par cette affaire-là, on remet tout en cause. Ça, c'est un risque. Donc vous diront que n'étant plus lié aux contraintes de délai qui avaient été données par la CEDEAO, rien n'exclut qu'il ne soit pas question d'élection tout de suite dans ces différents pays. Non, bon, de toute façon, c'est comme il a dit, de toute façon, il n'y a que deux possibilités. Soit effectivement, ceux qui sont au pouvoir en place conduisent une transition, organisent des élections. Bon, au Burkina, on ne voit pas clair, mais au Mali, c'est un peu plus clair quand même parce que la charte de la transition a été amendée qui permet au colonel Assimi Goïta d'être candidat. Ça, c'est dans les textes, maintenant, c'est possible. Chez nous, c'est pas encore, c'est encore flou. Il n'y a pas d'éclaircie pour l'instant. Soit on fait ça et puis il reste pour continuer, comme il a dit, ceux qui ont entrepris, au moins ils sont sûrs que c'est eux qui ont commencé, qui vont continuer, et pas quelqu'un d'autre qui va venir remettre ça en cause. Ou bien, bon, ils laissent et avec le risque effectivement que ça soit remis en cause et on aura perdu beaucoup de temps. Voilà, un éternel recommencement, ce n'est pas le meilleur moyen d'impulser notre développement. Voilà. Oui, allez-y. Il faut savoir que le retrait de la CEDEAO, il faut peut-être un pouvoir comme on l'a aujourd'hui pour annoncer le retrait parce que ça nécessite beaucoup plus de courage que de volonté politique ou des raisons économiques pour se retirer. Donc pour vous, un pouvoir de transition est mieux adapté?
Ah oui, un pouvoir élu n'arriverait pas à ce stade-là, parce qu'il y a beaucoup de considérations, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais là, c'est qu'on a l'impression, je le dis toujours, on a l'impression que nos 3 présidents de l'AIS ont plutôt des problèmes avec des individus qui sont dans... des individus, des chefs d'État qui sont dans la CEDEAO et non pas avec la communauté elle-même. Parce que quand on parle des questions de fondamentaux, de solidarité, je pense qu'aujourd'hui, cette décision est arrivée parce que c'est peut-être Alassane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, c'est Tinubu qui est à la tête du Nigeria ou de la CEDEAO, c'est Patrice Talon, c'est Faure Gnassingbé. Peut-être demain, si d'autres présidents se retrouvaient ici, cette décision n'allait pas arriver. Pour moi, parce que si on avait un problème avec la CEDEAO, c'est peut-être on l'attaque dans ses textes, on l'attaque dans son organisation, on demande des réformes, mais on ne peut pas peut-être jeter tout sur la question de la solidarité autour. On connaît comment nos chefs d'État actuellement de l'AIS ont chacun au moins quelques problèmes ou quelques soucis avec chaque chef d'État, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Tinubu, que ce soit également Patrice Talon, pour avoir tenu des propos vis-à-vis de tel État, de l'AIS. Et aujourd'hui, je pense qu'un pouvoir élu démocratiquement ne va pas rentrer dans ces considérations. Et comment on attaque, puisqu'on est même exclu des rencontres de la CEDEAO? Oui, mais ce n'est pas une première. C'est pas une première. Même en 2014, quand le président Blaise Compaoré partait, le Burkina avait été exclu des instances jusqu'à un certain moment avant de revenir. Même au Mali, il y en a eu des situations pareilles. Et dans d'autres pays encore de l'Afrique de l'Ouest, il y en a eu. Même en Côte d'Ivoire, au temps de la rébellion, même à l'Union africaine, il y en a eu. Donc, je pense qu'on est beaucoup plus focus sur d'autres raisons que ce qu'on accuse vraiment la CEDEAO d'être. Ils disent quand même, avec vous en tour de table, on va aborder le second sujet de la tribune des éditos. On apprend à travers le compte-rendu du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO que justement la CEDEAO entend activer sa force en attente pour la lutte contre le terrorisme. Effectivement, le jeudi 8 février, je crois, à Abidjan, le Conseil de sécurité, de médiation et de sécurité de la CEDEAO s'est réuni et a donné sa lecture sur la situation au Burkina Faso et aussi au Sénégal. Et pour ce qui concerne le Burkina, les 3 pays, le Mali et le Niger, qui sont des pays confrontés à la crise sécuritaire, il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites par cette commission-là, et notamment l'activation de la force d'attente de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme. Il faut rappeler que ce n'est pas peut-être une première fois. On se rappelle qu'au Mali, notamment en janvier 2013, il y a eu une intervention de la force d'attente de la CEDEAO, ensuite l'opération Serval qui a été en tout cas le début de l'opération Barkhane par la suite. On a vu ce que ça donnait, mais il y avait eu cette intervention de la CEDEAO premièrement au Mali. Au Burkina, il n'y a pas eu, au Niger je ne crois pas, mais c'est à prendre aussi dans le contexte actuel. À mon avis, ça va être très difficile parce que vous êtes dans une situation où les chefs d'État ont déjà annoncé qu'ils ne se reconnaissent plus, ils ne se reconnaissent plus dans cette organisation qu'est la CEDEAO. C'est dans une moindre mesure, la CEDEAO aussi tente de vouloir amener ces États dans la CEDEAO que cette proposition a été faite, mais je ne crois pas, parce que bien qu'étant toujours membre de la CEDEAO, on a vu l'initiative d'Accra, ça n'a pas en tout cas trouvé l'approbation de tous ces chefs d'État, donc ça va être difficile. Mais si c'est quelque chose qui peut contribuer à résoudre la situation sécuritaire et que les États, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, consentent pour qu'il y ait cette intervention, je ne vois pas de mal en cela, mais ça va être difficile au regard de l'actualité entre ces pays et la CEDEAO. Donc c'est quelque chose, peut-être une recommandation que la commission médiation et sécurité a juste fait aussi, peut-être pour contenter, pour dire qu'ils sont solidaires, ils sont de bonne foi, ils veulent contribuer. Sinon, pour vous, dans les faits, d'en arriver à avoir cette force en attente dans ces pays pour lutter. Oui, dans le contexte actuel, avec ce que nous voyons comme réalité actuellement, je suis très, en tout cas, pessimiste quant à l'effectivité de cette force d'attente-là dans ces 3 pays. Alors, Michael Toubi, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est là face aux conséquences du retrait des 3 pays de la CEDEAO? Oui, lorsque moi j'ai lu l'activation de cette force-là, je me suis dit, mais si vous venez dans quel pays? Vous activez la force pour venir où? C'est pas au Burkina en tout cas. Au Burkina, au Bamou actuellement, on a minimum 60 000 VDP.
Mais parmi les raisons évoquées pour justifier le retrait, on a dit qu'on n'avait pas de soutien dans la lutte contre le terrorisme. Mais les gens ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'hommes sur le terrain. Ça a été dit au Mali, ça a été dit au Niger, ça a été répété par le capitaine. On a besoin des moyens militaires pour faire la guerre. Ce n'est pas des hommes. Au Burkina Faso, c'est combien de personnes on a recruté? Rien que des VDP, autour de 60 000. Je ne parle même pas des spécialistes de la guerre, les forces de défense et de sécurité, dont je ne connais même pas le nom. C'est-à-dire si on prend au bas mot 10 000. Ça fait 70 000 personnes qui sont engagées dans la guerre. Est-ce que cette force d'activation de la CEDEAO, est-ce qu'il peut mobiliser autant de personnes? C'est rien que le Burkina Faso. Donc ça veut dire que même si on active cette force, elle ne peut même pas atteindre la moitié des éléments engagés sur le terrain au Burkina Faso. Donc moi je ne vois même pas la place même de cette force d'activation-là venue au Burkina Faso. On a activé la force en 2013, comme il a dit, au Mali. Après c'est passé à l'Union africaine. Après c'est passé à l'ONU. Est-ce que l'ONU a pu régler la situation au Mali? Jusqu'à ce que le colonel Goïta dise à l'ONU de partir. Donc il faut s'asseoir, il faut bien voir qu'est-ce que les pays veulent. Vous ne pouvez pas activer les choses tant que vous ne demandez pas l'avis des pays. Vous appelez le président Goïta, le président Traoré, le président Tiani. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ils vont vous faire leurs besoins. S'ils disent qu'ils veulent des hommes, vous allez leur envoyer des hommes. S'ils disent qu'ils veulent de l'armement, vous leur envoyez de l'armement. Vous ne pouvez pas vous asseoir, activer une force. La dernière fois que c'était activé, c'était quand? C'était en 2017 pour débarquer Yaya Jammeh. Et pour débarquer Yaya Jammeh, c'est plus facile parce que c'est une guerre. S'il devait avoir guerre, c'est une guerre conventionnelle. C'est une guerre entre une armée et une autre armée. Mais vous venez, vous déployez des forces au Burkina Faso dans une guerre complètement asymétrique. Mais vous savez que ça sera extrêmement difficile. Donc moi quand j'ai vu, après j'ai lu le communiqué, là où ils ont demandé au ministre de Défense des différents pays et au ministre de l'économie et des finances d'organiser une rencontre. Ils vont voir comment ils vont équiper et financer cette force-là. Je me demande, la CEDEAO ne peut même pas financer cette force d'activation, c'est même pas sûr. Avec quel budget? Donc je dis que c'est mieux de demander le besoin de chaque pays. Ils vont exprimer les besoins. Si vous pouvez les aider, vous les aidez. Alors Albert, on a une CEDEAO qui répond un peu aux raisons qui ont été avancées par les pays de l'AES pour justifier le retrait de l'instance communautaire. Finalement, on parle d'une activation de la force en attente pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'il est tard selon vous? Non. Parce que ici, la CEDEAO ne voit pas que le Burkina, le Mali et le Niger. Le Togo aujourd'hui est dans l'œil du cyclone, comme on le dit. Le Ghana, c'est pareil. La Côte d'Ivoire aussi n'est pas exclue. Parce que quand vous écoutez tous les experts aujourd'hui en sécurité, ils vous diront que la perspective des groupes armés terroristes, c'est d'atteindre les pays côtiers. Et ça, ce n'est pas des velléités qui manquent. Au Ghana, ici, c'est déjà officiel. On a eu des attaques. Et même au Togo, certaines langues vous diront qu'il y a des attaques également, surtout dans la partie nord du Togo avec le Burkina. Le Nigeria, qu'on le veuille ou pas, Boko Haram est affaibli, mais il reste encore des velléités avec la frontière au Niger, en allant vers le Cameroun, tout ça. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Et si aujourd'hui, la CEDEAO voit que le Burkina et le Mali qui constituent le pilier, ou comme on dit, une sorte de digue contre ces pays côtiers, c'est réti, ça veut dire que naturellement, il y aura un problème de communication dans les mois ou dans les années à venir. Le renseignement qu'on faisait entre les différents pays de la CEDEAO, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina, avec la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Togo, ou encore le Bénin, qui d'ailleurs connaît aussi des menaces. C'est-à-dire en termes de renseignements, ça risque de ne plus fonctionner comme par le passé, parce que ces pays-là risquent de faire une rétention d'informations. En termes également de synergie d'action, parce qu'on a vu la Côte d'Ivoire qui a fait des opérations parfois avec le Burkina, vers la région des Cascades, on se souvient des opérations Tourbillon, etc. Il y en a eu des opérations également avec le Mali. Donc ça veut dire que ces sortes d'opérations, de coopération également vont prendre un coup. Certainement que ça ne va plus exister, ou même si ça va exister, ça va être à minimum, parce que je vois le Premier ministre qui parle que le Burkina va privilégier la coopération bilatérale. Ça veut dire dans un cadre bilatéral, il peut toujours arriver. Mais ce n'est jamais évident, parce que vous êtes avec des voisins ou des partenaires que vous ne maîtrisez pas forcément l'agenda politique, et vous ne maîtrisez pas également leurs partenaires internationaux, parce qu'on a aujourd'hui un partenaire international de première place qui est la Russie. C'est pratiquement le Mali, le Burkina, le Niger. Ensuite, vous ne savez pas avec quels moyens également ils combattent. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas trop tard pour la CEDEAO de vouloir activer cette force. Elle peut être utile encore pour des pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et encore
le Nigeria... Mais pas pour les pays de l'AES. Pas forcément, mais ils peuvent essayer de voir comment sécuriser les frontières avec ces pays. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays cités-là ont été attaqués certainement dans leurs frontières. Par exemple, le Bénin, on a vu la visite de Patrice Talon ici à Ouagadougou, qui était de voir comment avec le Burkina pouvoir lancer ses opérations sur la frontière burkinabé et Niger et béninoise, parce qu'il y avait des groupes armés terroristes qui étaient retranchés dans ces zones. Alors, le Togo aussi, on sait que c'est à la frontière avec le Burkina qu'il y a des velléités. Donc, le Ghana, c'est pareil, la partie nord. Donc, aujourd'hui, ils peuvent activer cette force-là pour sécuriser les frontières des pays qui sont encore dans la CEDEAO. C'est possible, c'est pas trop tard. L'autre point aussi, c'est de poser la question, est-ce que les pays aujourd'hui qui se retirent ont manifesté aussi le besoin des forces de la CEDEAO sur le terrain? C'est une autre question aussi, parce que souvent on dit que l'autre ne fait rien, mais souvent aussi on n'exprime pas le besoin. On a vu par exemple parler d'un besoin matériel qui a été exprimé. On a vu par exemple avec le G5 Sahel, les soldats tchadiens qui sont allés au Mali. À l'époque, on disait qu'ils avaient l'armée tchadienne la plus grande troupe et avec l'armée, les soldats les mieux aguerris de l'époque contre le terrorisme. Mais on a vu quand ils sont allés au Mali, comment ils sont retournés au Tchad. Et en même temps, quand il y avait le coup d'État aussi perpétré par Paul-Henri Damiba, il y avait encore un millier de soldats tchadiens également qui étaient en attente entre la frontière nigérienne et le Burkina, mais qui n'étaient pas déployés, qui n'étaient pas sur le terrain. Et je pense qu'à l'époque, la question était posée, si les deux États ou les trois États n'avaient pas besoin de les utiliser en griffe, ces soldats allaient retourner au Tchad. Et je crois qu'ils ont fini par retourner au Tchad. Donc parfois aussi, il y a cet orgueil en griffe aussi entre les nations où on se dit, bon, on n'en a pas besoin, ou on ne fait pas la demande, et puis bon, on attend que ça vienne. Et donc, la dernière en date, c'est la polémique après l'initiative d'Accra. On a vu toute la polémique après. Tantôt, on nous dit oui, on a demandé, on n'a pas demandé. La CEDEAO a dit qu'elle va déployer. La CEDEAO n'a pas dit ceci, n'a pas dit cela. Parce que dès qu'on a annoncé l'affaire de déploiement sur la toile, par exemple, au Burkina, vous avez vu la polémique. Donc, ça veut que certains États, dans leur souci de souveraineté ou de trucs, se réservent de demander officiellement. Alors que si on ne demande pas aussi, bon. Mais par contre, la question de solidarité, je ne défends pas du tout la CEDEAO, je ne défends pas du tout. Mais je sais que sous Kaboré, on a vu plusieurs fois les chefs d'État se déplacer à Ouagadougou pour Istanbul, attaque Café Istanbul. Il y a eu également l'hôtel Splendide. Et après, on a vu la CEDEAO avait donné au moins 300 millions de francs CFA, si ma mémoire est bonne, pour les blessés de l'insurrection populaire, je crois. En fait, le coup d'État manquait aussi de Diendéré. Je pense qu'elle a encore mis la main à la poche, je pense d'ailleurs. Donc, ça peut ne pas être significatif. Mais je pense que dans tous les cas, s'il y avait un bon dialogue, s'il n'y avait pas de rupture de dialogue, je pense que des solutions pouvaient être trouvées et puis ça allait arranger toutes les parties. D'accord. Joachim Vokuma, Idriss Koumbem l'a dit, ça relève presque de l'utopie de penser que les pays du Liptako Gourma, ceux de l'AES, Burkina, Mali, Niger, ouvriront leurs frontières à ces soldats de la CEDEAO. Pour vous, l'activation de la force en attente, est-ce qu'elle peut être réelle dans le cadre de cette lutte pour les pays de l'AES? Pour moi, c'est de l'esbrouf. C'est malheureux voilà, pour la CEDEAO d'annoncer voilà, l'activation de la force en attente. Comme il l'a dit, peut-être c'est pour venir en soutien aux pays côtiers qui sont aussi menacés. Parce que l'initiative d'Accra, quand ça a été activé, c'était suite à quoi? C'était suite au fait que ces pays côtiers qui se croyaient à l'abri se sont vus finalement exposés aussi. Ils étaient attaqués. Donc, ils se sont réunis, puisque le G5 était mort avec le retrait du Mali, il fallait trouver quelque chose. C'est ce qui a été pensé, en tout cas imaginé, pour suppléer à l'absence du G5 Sahel. Malheureusement, bon, c'est un projet mort-né, puisqu'il s'était donné 1 mois pour l'opérationnaliser, on n'en a plus jamais entendu parler. Maintenant, la CEDEAO revient dire qu'elle va activer sa force. Bon, pour vous, il est tard. Non, il n'est pas tard pour les autres pays. Mais je rappelle une chose, il a bien expliqué. À 2 reprises, les journalistes avaient eu rencontre avec le chef de l'État et puis les membres du gouvernement. Au cours de ces rencontres-là, le capitaine Yabré, aujourd'hui commandant, qui est le DG de l'ANR, avait expliqué l'action des 2 groupes qui nous attaquent. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique au Grand Sahara. Leur projet, c'est de faire du Burkina le califat, vu notre position
géographique, stratégique en Afrique de l'Ouest, c'est de s'implanter ici et puis maintenant conquérir les autres pays côtiers. À l'époque, peut-être qu'ils n'avaient pas pris ça au sérieux, les autres pays côtiers n'avaient pas pris ça au sérieux. C'est dommage. Je pense que s'ils avaient pris ça au sérieux, peut-être qu'ils auraient apporté un soutien franc et sincère à des pays comme le Burkina et le Mali qui étaient face au groupe terroriste. Ça aurait permis de limiter la nocivité de ces groupes terroristes. Les autres l'ont relevé, on a vu un soutien en 2013 au Mali qui n'a pratiquement rien donné. Oh, oui, bon, ça donnait... Peut-être toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Oui, mais les pays même de la CEDEAO avaient demandé même à l'époque l'activation à l'ONU du chapitre 7. Ils ne l'ont pas obtenu. Voilà. Oui. Voilà, il avait demandé l'activation. Parce que si on n'a pas le chapitre 7, ça ne sert à rien. C'est-à-dire vous avez des troupes de l'ONU, les casques bleus, qui sont arrêtés, et on se font tirer comme des lapins, mais ils ne peuvent pas répliquer. Donc ça ne sert à rien. Ça a débouché sur l'amunissement qui n'a rien donné. Il a fallu qu'on dénonce, Assimi Goïta dénonce l'amunissement, qu'il parte pour que, on en a parlé ici, en quelques semaines, Kidal soit libéré des groupes terroristes. Voilà. Donc ça montrait l'inefficacité de l'amunissement qui était sur place. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO compte faire exactement? C'est-à-dire, qui va constituer cette force-là? Parce que les pays de l'AES se sont retirés. Bon, on ne va pas envoyer nos hommes encore dans cette force. Mais c'est parce que le Nigeria n'assume pas son leadership. Le Nigeria, lui-même tout seul peut fournir des troupes nécessaires. Le Nigeria fait face aussi à Boko Haram, ça a été même le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire se mettent ensemble. Le Sénégal, il peut fournir des troupes et des moyens logistiques pour faire la guerre au terrorisme. C'est une question de... Voilà, s'ils le décident. Mais s'ils sentent que les menaces qui pèsent sur eux là sont sincères, vous allez voir, ça va marcher cette affaire de troupes en attente de la CEDEAO. Maintenant, pour eux, si ça peut nous bénéficier indirectement, bon, tant mieux. On pourra continuer peut-être de parler de la CEDEAO, mais cette fois-ci, on va aller dans un tout autre registre. On va se rendre au Sénégal. Il s'agit justement de la situation politique. C'est un cinglant, un camouflet pour le président Macky Sall, la Cour constitutionnelle qui finalement annule cette décision de report des élections présidentielles. Quel est votre avis là-dessus, Idriss Koumbem? Est-ce que c'était prévisible? Parce que c'est tombé à la surprise des uns et des autres. Pour vous, est-ce que c'était prévisible? Bon, il faut pas, dans le contexte actuel, il ne faut pas dire que c'était prévisible. Il faut saluer le courage des juges qui ont eu, en tout cas, cette force-là de retoquer cette décision-là, cette loi que l'Assemblée avait votée. C'était en tout cas de la mascarade et aussi le décret du président pour reporter les élections présidentielles qui étaient initialement prévues pour le 25 février. Donc il faut saluer la hauteur d'esprit parce que c'était illégal, manifestement illégal. Malgré ça, la décision est passée, le décret est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on pouvait dire qu'on était dans une... c'était un boulevard maintenant pour passer pour le président Macky Sall. Et au regard aussi du contexte, parce que dès qu'on a annoncé, il y a eu des manifestations partout dans le pays, dans les grandes villes, et il y a eu des morts. Voilà, l'ONG Amnesty International a estimé au moins à 3 ou bien c'est à 4. Oui, voilà, 3 morts. Donc c'est pas petit, ça veut dire c'est des vies humaines qui sont faussées. Et il y avait de l'incertitude quant à l'avenir politique du pays. C'était ça le problème. Est-ce qu'on n'était pas aussi sûr même de pouvoir atteindre les 10 mois qui étaient prévus jusqu'au 15 décembre prochain pour les élections? Donc avec cette décision du Conseil constitutionnel qui est issue de recommandations claires qui est qu'il faut fixer en tout cas de nouvelles échéances pour les élections à venir. On espère qu'à partir du 2 avril, logiquement, Macky Sall devrait finir complètement son mandat. Ils vont reprogrammer, peut-être même avant ça, une nouvelle date pour le début de la campagne électorale et que les gens vont se mettre en ordre de bataille pour la reconquête. Je pense que c'est une décision qui va venir encore montrer que la démocratie sénégalaise vit, même s'il y a des velléités, parce que ça aurait été dans d'autres pays, on allait se retrouver dans des situations très difficiles. Voilà, un coup d'État peut survenir très facilement dans cette situation et les gens auraient applaudi. Donc, on espère bien qu'on ne va pas arriver à cette situation et que
dans les jours à venir, il y aura de nouvelles dates qui seront communiquées pour les élections, bien entendu avant la date qui avait été proposée en décembre, et que voilà, on va laisser la démocratie, le peuple sénégalais s'exprimer, voilà, pour en tout cas choisir la personne qui va conduire la destinée du pays. Michael Tougré, on avait vu les images à l'Assemblée nationale au niveau du Sénégal. Finalement, le report était de 10 mois, malgré que Macky Sall devrait mettre fin à son mandat normalement à partir du 2 avril. On a adopté un report pour les élections de 10 mois, le 15 décembre. Le Conseil constitutionnel qui finalement casse et annule une telle décision. Comment est-ce que vous l'analysez? Non, parce que j'ai regardé, ici, lorsque vous analysez, le Conseil constitutionnel jouait sa crédibilité. Parce qu'à l'intérieur du Conseil constitutionnel, il y a 2 personnes qui ont été saisies, dont l'opposition a saisi, et ils ont envoyé le dossier à l'Assemblée nationale. Il y a 2 personnes dont la moralité est douteuse au sein du Conseil constitutionnel. Donc, lorsque vous regardez, c'est comme une solidarité de corps au sein du Conseil constitutionnel. Parce qu'actuellement, ils n'ont plus rien à cirer avec Macky Sall. Macky Sall, son mandat finit le 2 avril, comme vous l'avez dit. Donc, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas laisser passer cette chance-là que de laver son honneur en disant tout simplement à Macky Sall que la loi que tu as proposée à l'Assemblée nationale, elle est illégale, puisque actuellement, aujourd'hui, c'est la bagarre entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Donc, lorsque moi j'ai regardé, je dis que c'était une occasion pour le Conseil constitutionnel de se réconcilier un peu avec le peuple sénégalais et de laver son honneur, tout en disant à Macky Sall, c'est bon, tu arrêtes. Et c'est ce qu'ils ont eu le courage de faire, de dire à Macky Sall, c'est bon. Sinon, s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas 2 juges au sein du Conseil constitutionnel qui avaient un souci, vous allez voir que la loi allait passer comme une lettre à la poste. Au regard du fait que les 2 personnes ont des problèmes. Donc ça fait que le Conseil constitutionnel, c'est comme je le disais, une question de solidarité entre eux pour dire, mais écoute, Macky Sall, il reste que quelques mois, on va le laisser partir tranquillement et puis nous on pourra continuer. Maintenant, on attend de voir. Certaines personnes disent qu'il peut dissoudre le Conseil constitutionnel. Il y a d'autres personnes qui disent non, il n'a pas la capacité de dissoudre le Conseil constitutionnel. Est-ce que Macky Sall va dissoudre le Conseil? Est-ce qu'il va outrepasser la décision du Conseil constitutionnel et se maintenir toujours au pouvoir? C'est ce qu'on va voir dans les jours à venir. Quelles peuvent être les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel, Albert Nagrego? Mais d'abord, il faut saluer le courage parce qu'en Afrique, généralement, quand il y a des crises électorales ou post-électorales, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle est toujours au cœur. On en a vu en Côte d'Ivoire, même au Mali, avec Ibeka, on a vu comment là également la Cour constitutionnelle a été accusée aussi. Au Gabon, c'est pareil. Dans beaucoup de pays, c'est le dernier rempart et après aussi, c'est l'institution qui se retrouve au cœur des problèmes. Ici, moi je pense qu'ils ont fait preuve de courage. Ils ont dû mesurer peut-être le climat social aussi. Le moindre mal, c'est d'annuler, d'abroger la décision, le décret de Macky Sall et puis aller aux élections. Mais après, on se pose bien la question aussi de savoir est-ce que dans ce contexte-là, ça va arranger les choses? Est-ce que ça va calmer les ardeurs du président Macky Sall? Parce qu'un bon politicien, tout ce qui se passe aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne dit absolument rien. Un président, un chef d'État, s'il est déterminé à aller jusqu'au bout, il est prêt et il ne tient qu'à atteindre son objectif. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment absolument pas grand-chose pour un politicien ou un chef d'État devant la violence, de reculer. Non, il va travailler certainement à trouver le juste milieu. Parce que je sais très bien que même s'il n'y avait pas eu cette décision de la Cour constitutionnelle, les acteurs politiques sénégalais, ils allaient trouver un compromis. C'est des pays qui sont dans leur tradition comme ça. C'est-à-dire, vous allez voir les violences, vous allez voir les casses, mais à un moment donné, ils se ressaisissent et ils allaient trouver forcément un compromis pour aller aux élections. Il avait été question d'une entente pour libérer les détenus politiques, par exemple. Que ce soit de l'entente, que ce soit autre chose. Parce que vous savez, ces genres de violences-là, quand ce n'est pas préparé de longue date, on ne se lève pas de façon spontanée, manifester son mécontentement et pouvoir faire tomber un régime en si peu.
Ce qu'on a vu ailleurs ou au Burkina Faso, c'est souvent des luttes qui sont préparées minutieusement avec les différentes forces, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les acteurs politiques de l'opposition, et parfois même avec des acteurs à l'intérieur du pouvoir, et on arrive à renverser ou à faire changer un régime. Mais là, sous le coup comme ça, un décret pris, le lendemain on s'élève et puis on dit qu'on n'est pas d'accord, il faut aller aux élections. C'est pas sûr que les organisateurs ou les leaders puissent tenir dans des manifestations pareilles 1 semaine, 2 semaines. Et quand on voit dans le parcours ou dans la tradition même au Sénégal, on a beau, hein, mais c'est des manifs qui ne vont pas véritablement au niveau où on s'attend le plus souvent. Il y a même toujours... le disait ailleurs, dans un autre pays, vite fait un coup d'État était arrivé. Il y a toujours le dialogue qui prévaut. Ils vont beau se chamailler, mais ils vont trouver. Donc ici, bon, la Cour constitutionnelle apporte de l'eau au moulin de ceux qui sont contre le décret de Macky Sall. Il devient apparemment seul contre tous. Maintenant, est-ce qu'il va continuer avec certains acteurs qui lui resteront fidèles? Il en aura toujours des acteurs comme ça qui lui resteront fidèles. Et même dans l'opposition, il pourrait repêcher des gens qui vont encore venir vers lui. Donc, il n'y a rien à jouer. Ça risque de déboucher sur un consensus politique. Voilà. D'accord. Alors, Joachim Vokouma, que dit de l'attitude de la CEDEAO face à une telle crise? Il n'est pas rare au Burkina, on a entendu beaucoup de commentaires. Il y en a qui disent que voici le 2 poids 2 mesures, où on est vite prêt à réagir lorsqu'il s'agit des coups d'État militaires au plan institutionnel, parce qu'ils estiment que c'en était un pour le cas du Sénégal. La réaction s'est faite tarder. Effectivement, la CEDEAO a publié 2 communiqués. Un premier communiqué qui a été très, très vaseux, qui ne disait rien du tout. Et puis un deuxième communiqué où elle a été quand même plus précise, où elle a appelé au respect du calendrier électoral. Et avant de venir, j'ai lu, ils viennent de publier un communiqué cet après-midi pour dire, demander au Sénégal de respecter la décision qui a été prise, rendue par le Conseil constitutionnel, et de respecter le calendrier électoral. Bon, c'est le minimum quand même qu'elle pouvait faire. Mais dans cette affaire, ça a été dit, moi je rends un grand hommage aux membres du Conseil constitutionnel qui ont eu le courage de dire le droit. Et ils ont dit le droit. Le mandat s'arrête le 2 avril. Et les élections doivent avoir lieu le 25 février. La campagne devait commencer la semaine dernière. À l'étape actuelle des choses, il est clair que l'on ne peut plus tenir les élections le 25 février. Même dans la décision du Conseil constitutionnel, ça a bien dit qu'il faut juste trouver un délai. Voilà, peut-être ça n'aura plus le 25 février, mais peut-être le 10 mars ou quelque chose comme ça. Mais ça va être organisé dans les meilleurs délais. Et je pense que c'est le droit qui a été dit. Et quitte à ce que, bon, voilà, ça apporte un coup au projet nihiliste moi j'appelle ça, c'est un projet nihiliste de Macky Sall, parce que mettre le pays comme ça à feu à sang pour rester au pouvoir 10 mois, je ne vois pas quel est l'intérêt de cet acte qu'il a posé. La conclusion pour moi est simple. Ce n'est pas un démocrate. Macky Sall n'est pas un démocrate. Il a fait sa manette démocrate pendant sous Abdoulaye Wade, contre Abdoulaye Wade, durant tout son mandat. Et on voit toute la cabale politico-judiciaire qu'il a déployée contre Sonko. C'était il faut laisser le peuple sénégalais choisir ses dirigeants. C'est ça la démocratie. Et ça, je me réjouis de ce que le Conseil constitutionnel a fait. Il a eu le courage, à la différence du nôtre qui s'est aplati devant Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'investissant, alors que ce n'était pas dans ses prérogatives. Alors, finalement, on termine là, Michael Tougri. Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir tout de même d'un recul démocratique? On a tout de même eu 3 morts. On a vu l'Internet mobile qui a été suspendu et tout. Oui, lorsque vous voyez cela, parce que le jeu démocratique, le processus démocratique, les questions d'élection, tout le monde sait. Au Sénégal, tout le monde savait à quelle date s'arrête le mandat de Macky Sall. Donc lorsque vous arrivez, la date approche et puis vous voulez tordre le cou au processus électoral et puis ça amène des violences, il y a des morts d'hommes, c'est un recul démocratique. Ce que le Sénégal vit aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé comme dans certains pays, mais c'est un recul démocratique. Albert l'a dit, ils trouveront des solutions même. C'est malheureux pour le peuple sénégalais et surtout d'avoir eu un président comme Macky Sall qui a mis le pays dans des situations extrêmement difficiles, surtout avec les 3 mois qu'on a enregistrés, ces 3 mois de trop. D'accord. Alors on termine. Albert, on disait que c'est un exemple de démocratie. Allez-y, réagissez, Joachim Vokouma. Non, mais je voulais juste mentionner 2 choses. Les anciens présidents, ce sont des sages. C'est des gens qui guident. Vous avez lu le communiqué conjoint de Abdoulaye Wade et de Abdou Diouf, qui m'a paru très suspect.
Et 2 jours après, Abdou Diouf lui-même a publié un communiqué qu'il a signé de lui-même, dans lequel il a dit qu'il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit. Et c'est ce qui a été dit. J'ai eu l'impression qu'il s'est fait manipuler par Abdoulaye Wade et il s'est ressaisi. Bon, c'est bien, mais quand on a des anciens présidents qui n'ont plus rien à perdre, leur rôle, c'est de donner des sages conseils, quitte à faire des mécontents, mais si ça va dans l'intérêt général, c'est ce qu'il faut faire. Bon, là, le premier coup, je pense qu'ils avaient mal agi. Lui, il s'est ressaisi. Tant mieux, c'est voilà, des conseils comme ça, des comportements comme ça qu'on attend des anciens présidents. En quelques secondes, Albert, est-ce que vous êtes d'avis qu'il s'agit d'un recul démocratique pour le Sénégal qui était cité en exemple au niveau des pays francophones? Non, pas forcément, parce que toutes les institutions marchent. A priori, toutes les institutions démocratiques marchent. L'alternance ou les élections qui doivent être organisées pour changer le président n'est pas encore remise en cause parce que elle devait avoir lieu le 25 février, elle n'a pas eu lieu peut-être, mais je pense qu'ils peuvent être dans le temps, parce que même si le 2 avril il va quitter le pouvoir, il ne sait pas qu'est-ce que la constitution sénégalaise dit, même s'il va quitter le pouvoir pour laisser le pouvoir avec son premier ministre, parce que normalement au Burkina, je crois que quand il y a une vacance du pouvoir, c'est 90 jours donc il faut organiser les élections. Je ne sais pas ce que la constitution sénégalaise dit, mais, si c'est le cas, peut-être qu'après le 2 avril, le président de l'Assemblée ou le Premier ministre, en tout cas à qui devient la prérogative de prendre et puis d'organiser les élections, on restera toujours dans l'ordre constitutionnel et donc de ce fait, bon, on peut dire que oui, ça continue. Les institutions marchent, les élections sont organisées et rien n'est remis en cause. Parce que si on tient compte des violences pour parler de recul démocratique, bon, on peut avoir un pouvoir où on est là, un mandat de 5 ans et puis peut-être 2 ans après son élection, il y a une forte crise qui est là, mais ça ne remet pas forcément après les acquis démocratiques ou le truc. Les violences, ça peut arriver dans la vie d'un régime ou lors d'un mandat, mais bon, ça peut se continuer. Donc pour moi, les piliers qui font la démocratie ou l'alternance ne sont pas encore écroulés. Et c'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias sur vos médias leaders True TV et la radio Watt FM. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation. Et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.